Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire est résolument en route pour l'émergence. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le directeur du Centre de développement économique de l'Organisation de coopération et de développement économique ont lancé officiellement récemment l'étude relative au plan stratégique pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Une étude pour identifier clairement les moteurs de la croissance du pays en vue d'accélérer la progression vers l'émergence. Hugues Hervé-Blé. Décidée à réaliser son émergence d'ici 2020, la Côte d'Ivoire n'hésite pas à faire appel à des expertises internationalement reconnues. Le Centre de développement de l'OCDE est ainsi chargé de conduire et réaliser de profondes réflexions sur la vision stratégique de l'ensemble de l'économie ivoirienne. C'est en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan que l'étude que mène l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE a été officiellement lancée mercredi. Elle permettra de proposer une stratégie accompagnée de recommandations spécifiques d'orientation des politiques. La solution des problèmes, des fois, ou la capacité d'exploiter des opportunités, demande de combiner mieux l'action gouvernementale. Et voilà donc que discuter des stratégies avec un acteur externe qui n'est pas un acteur académique ou n'est pas un consultant, mais un organisme international qui travaille avec le gouvernement, pour le gouvernement, permet des fois de construire des stratégies qui sont plus que la somme des politiques sectorielles individuelles. Voilà. Pour la toute première fois, les examens multidimensionnels de l'OCDE sont réalisés dans un pays africain, un privilège pour la Côte d'Ivoire. Ils ont fait un travail, comme il est indiqué, donc, en Asie, avec le Vietnam. Ils l'ont fait donc, disons en Amérique latine. C'est bon quand même d'avoir ces expériences là-bas, de manière à ce que nous puissions donc bénéficier donc de cela. La Côte d'Ivoire, comme a indiqué M. Pézini, va être le premier pays africain à bénéficier d'une telle étude. Et je pense que nous serons aussi, il a indiqué, un des futurs membres au niveau donc, du centre de l'OCDE. Et je pense que ces relations-là sont essentielles pour aussi asseoir la confiance de nos partenaires privés en la Côte d'Ivoire. L'OCDE, qui existe depuis 1961, compte 42 membres et regroupe plusieurs centaines d'experts dans ses centres de recherche à Paris. L'objectif commun de ces membres, mener des politiques meilleures pour une vie meilleure. Initialement prévue hier, la mise en place du bureau de la commission électorale indépendante se fera aujourd'hui. C'est une décision des membres de la CEI qui ont échangé pendant 4 heures ce jeudi. L'un des membres de la commission, Séverin Auguste Mirmont, s'est prononcé sur la question. Ses propos ont été recueillis par Hamza Diaby. Même s'il vous a semblé qu'on a pris le temps, un temps assez long, pour en sortir sans la fumée blanche, ça a été une réunion de l'avis de tous les membres de la commission, positive et fructueuse, en ce sens que les débats ont permis à chacun de, disons, de faire plus ample connaissance avec ses collègues de la commission électorale indépendante. La réunion n'a pas été inutile. Vous connaissez l'ordre du jour de cette réunion, c'était la mise en place du bureau de la CEI. Nous avons donc travaillé sur les modalités, nous nous sommes accordés sur les modalités d'élection des membres du bureau. Nous avons travaillé à cela cet après-midi et nous nous retrouverons demain, vendredi, à 15 h pour élire les membres du nouveau bureau de la CEI. On s'intéresse à la 9e journée nationale de la solidarité. Elle a pour thème cette année Solidarité et vivre ensemble, défi pour une Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. La journée a été célébrée officiellement à Abidjan. Il s'agissait pour le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale.
Des actions de solidarité initiées au sommet de l'État en images. Nous sommes à la 9e édition de la Journée nationale de la solidarité. Le gouvernement veut ainsi inviter les populations à lui emboîter le pas. La solidarité étant pour le ministère en charge de cette question un facteur de paix et de développement. Le gouvernement, depuis plusieurs années, célèbre une journée consacrée à la solidarité, question d'interpeller les consciences et la conscience de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à la nécessité donc de nous mettre ensemble, de nous tenir donc par ce sentiment fort d'entraide et d'appartenance à la même nation, n'est-ce pas, et de faire de cette nation une nation tout simplement où il fait bon vivre. Une nation qui, à cause de sa solidarité, de sa culture de la fraternité, de l'entraide, n'est-ce pas, de l'amour aussi, n'est-ce pas, pourra donc créer ce cadre favorable et propice aux affaires, au bien-être des uns et des autres, afin de donner une chance à cette émergence-là. Je suis à cette journée nationale de la solidarité pour apporter, au nom du premier vice-président, tout le soutien à Madame la ministre. La solidarité est le ciment de toute action. Pour un pays qui a vécu autant de crises, autant d'atrocités, et si nous ne sommes pas unis, nous ne pourrons pas aller vers l'émergence. Témoignages et décorations de responsables d'associations et d'organisations non gouvernementales constituent les autres temps forts de cette journée nationale de la solidarité, journée dont la célébration se poursuit jusqu'au 19 septembre 2014. Direction Lourdes où les chrétiens viennent d'effectuer un pèlerinage international. Ils se sont souvenus au cours de la célébration eucharistique des difficultés des chrétiens du Moyen-Orient. Ces difficultés étaient au centre de l'homélie de Monseigneur Éric Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Le témoignage de notre envoyé spécial à Lourdes, Thérèse Tapé-Yoboué. La tradition a été une fois encore respectée à Lourdes. La prairie de la Ribière, face à la grotte de Massabielle, a fait le plein des fidèles chrétiens venus du monde entier pour la messe annuelle de l'Assomption. La Vierge Marie qui entre dans la vie, dans la pleine vie de Dieu, en son âme, en son corps, dans toutes les fibres de son être. Un moment où chaque chrétien ouvre son cœur à ce que Dieu veut y faire. Cette année, le drame des chrétiens de la Syrie, de l'Irak, a marqué l'homélie de Monseigneur Éric Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris qui a présidé cette célébration eucharistique. Il a demandé le soutien, l'aide de tous pour ses frères qui souffrent. Chaque être humain est utile, a-t-il dit. Si abîmé soit-il, si impuissant soit-il, si incapable soit-il, il compte et comptera pour faire resplendir la gloire de Dieu. Pour beaucoup de pèlerins ivoiriens, cette gloire se verra par des guérisons et par l'instauration de la paix dans le pays. Et j'invite les Ivoiriens à se donner la main et regarder, n'est-ce pas, sur du même côté et emprunter cette voie-là, d'abord la paix dont Houphouët-Boigny avait fait, n'est-ce pas, la deuxième religion de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Je suis venue lui présenter mon fils parce que depuis longtemps il est malade, depuis sa naissance. Il présente beaucoup d'handicaps. J'ai présenté mon fils à mon mari pour lui dire de le guérir. Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, puisse accorder cette santé politique à notre pays. Santé politique qui signifie paix, amour et justice. Et cette année, les Ivoiriens étaient à l'honneur. Ils ont animé une partie de la messe internationale à la grande joie de nombreux pèlerins. L'épidémie de fièvre Ebola se propage rapidement, surtout en Afrique de l'Ouest, où elle a déjà fait plus de 1900 morts. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, veut freiner la maladie. Elle vient de sélectionner 8 traitements et 2 vaccins à développer. Face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest et en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé a réuni à Genève 200 experts. 2 jours de réunion pour faire le point sur les moyens de combattre le virus. C'est très important de nos jours de trouver très vite quelque chose pour lutter contre Ebola parce que ça fait une grande inquiétude pour nos populations et avec des retombées socio-économiques très importantes qui s'annoncent.
Actuellement, les chercheurs travaillent sur 8 traitements expérimentaux et 2 vaccins qui ne pourraient être disponibles, dans le meilleur des cas, que vers la fin de l'année 2014. Selon l'OMS, l'épidémie a déjà fait 1900 morts sur 3500 cas avérés. Les autorités ghanéennes mettent également tout en œuvre pour éviter la présence du virus Ebola sur leur territoire. Elles s'organisent pour faire face à une éventuelle épidémie. Un bâtiment a priori comme un autre dans la capitale ghanéenne. Pourtant, passer l'accueil ici, il faut montrer patte blanche. Derrière cette porte se cache un laboratoire sous haute surveillance. On y teste des échantillons de sang suspectés d'être infectés par Ebola, un matériel qu'il faut manipuler avec d'infinies précautions. Pour pénétrer dans un laboratoire de niveau de confinement 3 comme celui-ci, il faut des autorisations spéciales. Nous avons été formés pour manipuler ces prélèvements sans prendre de risques pour nous-mêmes ni pour notre entourage. Épargné jusqu'ici par l'épidémie d'Ebola, le Ghana est en alerte. À l'Institut Noguchi, centre de recherche de référence reconnu par l'OMS, on se prépare à d'éventuels cas. Ici, les chercheurs travaillent depuis 30 ans sur les fièvres hémorragiques si redoutées dans la région. Le virus du Nil, la fièvre de Lassa et Ebola, des compétences qu'ils sont prêts à partager avec les pays voisins. Nous recevons des prélèvements sanguins des différents hôpitaux. Quand un prélèvement arrive ici avec une suspicion d'Ebola, on ne se contente pas de tester seulement Ebola, on teste toutes les autres fièvres hémorragiques qui peuvent donner les mêmes symptômes qu'Ebola. Alors que le virus a fait plus de 1500 victimes dans les pays voisins, le Ghana a débloqué des moyens exceptionnels pour équiper son personnel médical, renforcer les contrôles et préparer des lieux d'isolement pour accueillir d'éventuels malades. Et en raison de l'épidémie d'Ebola, certaines compagnies aériennes ont décidé de ne plus desservir les pays où sévit le virus. Ce n'est pas le cas pour une compagnie aérienne marocaine qui, elle, continue ses vols en direction des pays de l'Afrique de l'Ouest touchés par la maladie. L'aéroport de Casablanca, c'est désormais le point de passage obligé pour ceux qui veulent se rendre en Sierra Leone et au Libéria. Royal Air Maroc est la seule compagnie à avoir maintenu ses vols vers ces deux pays. Les autres les ont suspendus pour cause d'Ebola. Nous maintenons ces vols conformément à ce que souhaite l'Organisation mondiale de la santé, explique cette représentante de la RAM. Cela permet d'acheminer du personnel médical, des médicaments et de ne pas isoler les pays touchés. Pour ces passagers sur le point d'embarquer, c'est le soulagement. C'est très important pour nous. Je retourne pour le travail, je n'avais pas d'autre occasion. Sans la RAM, je serais encore coincé ici. Il ne s'agit pas d'arrêter les compagnies, il s'agit de juste prendre des précautions. Donc si la RAM a pris sa précaution, elle a montré sa fidélité à l'Afrique. Des précautions, la RAM affirme en prendre autant que possible. Contrôle des températures, surveillance renforcée, briefing systématique du personnel navigant. Si on respecte les principes de l'OMS avec toutes les précautions, il n'y a aucune raison d'attraper la maladie, quoi. Le risque de contamination à l'intérieur d'un avion, l'OMS le juge minime. Elle demande aux autres compagnies aériennes de reprendre leur vol afin d'acheminer l'aide internationale. Après la décapitation de 2 journalistes américains par des membres de l'État islamique, c'est l'indignation et le choc à travers le monde. Washington vient de déclarer la guerre aux djihadistes de l'aile. Bougies et prières mercredi soir à l'université de Floride où Steven Sotloff était étudiant. Les Américains se sont recueillis à la mémoire du 2e journaliste assassiné en Syrie par les djihadistes de l'État islamique. Frappés dans leur chair, les parents de Steven ont même lancé en arabe un défi au calife autoproclamé de cet État à débattre de ce qui est légitime ou non en islam. J'ai un message à Abou Bakr. Malheur à toi. Tu dis que le mois de Ramadan est le mois du pardon. Où est ton pardon?
Tu parles au nom de l'islam et du Coran sacré, mais je connais les versets. Combattez au nom d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas la transgression. Refusant de se laisser intimider ou d'oublier, comme l'a dit le président Obama, les plus hauts responsables américains de la diplomatie, la défense ou la vice-présidence étaient mobilisés. Ils ont réaffirmé leur volonté d'écraser les capacités de nuisance des djihadistes de l'EI en Irak et en Syrie. Ils doivent savoir que nous les poursuivrons jusqu'aux portes de l'enfer pour les traîner en justice. Parce que c'est en enfer qu'ils vont se retrouver. C'est en enfer qu'ils vont se retrouver. Confronté lui aussi à la menace de voir un de ses ressortissants exécuté, le Premier ministre britannique David Cameron est sur la même ligne que le président américain, aider sur le terrain ceux qui combattent les djihadistes et rejeter tout paiement de rançon aux preneurs d'otages. Et c'est la fin de ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.